Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, très heureux de recevoir Com. Salut Com. Salut Yacine. Tu vas bien? Très bien et toi? Yes, super. Alors, je me posais la question, Com, CEO de... Et en fait, je vais te laisser te présenter, puis je crois que tu as des super nouvelles à nous annoncer. Exactement, ouais. Donc je m'appelle Com, je suis le cofondateur et le CEO de Indy, qui anciennement était Georges le robot comptable, puisqu'en fait on annonce en effet, elle a un changement de nom, on devient Indy pour être l'allié des indépendants au sens large et simplifier la vie des indépendants. Et on annonce une levée de fonds de 35 millions d'euros. Super. Historiquement, tu étais avec Kerala et Alven, c'est ça? Exactement. Donc Kerala et Alven continuent de nous soutenir dans ce tour et on fait rentrer en lead investor Singular. D'accord. Ok, étranger, hein, Singular. Donc un nouveau fonds français Ah, c'est ok, créé d'accord. par Jérémy Usan et Rafik Amber. Ok, d'accord. Donc leur première invest, bon bah top. Enfin, ou l'un de leurs premières invest. Non, mais on va parler de la levée de fonds. Je te propose d'abord de planter un peu le décor. Tu nous parles donc déjà d'un changement de nom. Donc avant on parlait de George Tech, aujourd'hui on parle de Indy. In fine, donc tu as parlé de robot comptable. Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, donc ce qu'on fait, c'est une application qui permet de se passer complètement de comptable pour les indépendants. Notre constat de départ, c'est que les indépendants, ils ont une situation assez particulière. Ils ont une comptabilité plutôt beaucoup plus simple que la majorité des entreprises. Et en fait, ils subissent un système qui a été pensé pour des grandes entreprises et qui a été calqué pour eux, quoi. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment repris de la feuille blanche en se disant, bah, quand je suis indépendant, quand je suis un petit entrepreneur à mon compte, de quoi j'ai besoin pour ma comptabilité. Et la solution qui est venue assez naturellement, c'est on a d'un côté une application en temps réel qui permet en fait de générer la comptabilité au fil de l'eau. Donc c'est vraiment des recettes et des dépenses et ça permet d'avoir un tableau de bord en temps réel. Et en même Mhm. temps, avoir un super accompagnement puisque ces gens ils sont tout seuls, autonomes dans leur comptabilité. Et donc on a une assistance en temps réel où on répond en moins de 3 minutes avec une équipe hyper qualifiée, hyper pertinente sur toutes ces questions. Et donc la combinaison finalement d'une application en temps réel et d'une assistance de bonne qualité en temps réel, ça fait que les gens, ils ont une comptabilité, tu vois, on a quasiment 5 étoiles sur toutes les plateformes, on a une énorme satisfaction client, et donc du coup, ça amplifie, comme ça, on arrive à conquérir des dizaines de milliers d'indépendants qui Ok. passent dans ce nouveau schéma, qu'on a appelé longtemps, en effet, Georges le robot comptable, puisque d'une certaine façon, c'était un substitut à l'expert comptable, et qu'aujourd'hui, on renomme Indy. Ok. Juste pour comprendre une mini petite chose, quand tu dis que tu as la capacité de répondre en 3 minutes, c'est-à-dire que tout le support opérationnel que vous faites auprès de vos clients, il n'y a rien du tout qui est géré par un bot. C'est toujours un contact humain. Exactement, ouais. C'est notre promesse, c'est d'avoir une application ultra simple et un accompagnement aux petits soins. Et du coup, quand on parle d'accompagnement aux petits soins, c'est forcément de l'humain. Et en l'occurrence, c'est même particulièrement de l'humain par rapport, tu vois, à ce que tu peux imaginer d'un accompagnement par un comptable qui est parfois un peu froid, un peu technique. Nous, on met beaucoup l'accent sur l'humain. Et en l'occurrence, du coup, beaucoup d'accent sur le temps réel. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, on surinvestit sur le support client de manière à pouvoir, la moyenne sur 12 mois, c'est une première réponse en 1 minute 10 et 98% de satisfaction sur Intercom. Donc, tu vois, c'est vraiment des standards de qualité qui sont extrêmement élevés Ouais. parce que notre pari, c'est de se dire qu'on fait de chaque interaction client un moment spécial, exceptionnel, très chouette, qui participe finalement à renforcer le bouche à oreille. Et c'est ça qui fait aussi la satisfaction de nos clients. Excellent. Juste pour comprendre une petite chose, tu nous as parlé donc de tes clients cibles qui sont des indépendants. Donc là, on va cibler la gig economy un peu au sens large, mais est-ce que tu cibles principalement des indépendants qui sont plutôt digital friendly ou tu vas aller chercher des artisans, des petits commerçants comment ça se passe?
Super question. En fait, il y a une très très grande variété dans les indépendants et souvent on a une image un peu déformée de l'économie parce qu'on s'intéresse surtout aux nouvelles tendances qu'on voit dans les médias. Le gros des indépendants, au fond, c'est des professions qui sont centenaires. C'est l'immense. Il y a une grande population qui sont les professions libérales. Donc là, il va y avoir tous les professionnels de santé, les avocats, les architectes, les consultants indépendants. Donc c'est des gens qui ne sont pas de la gig économie, c'est des gens qui sont plutôt des professions intellectuelles supérieures. Et C'est ça pas du représente. freelance, quoi. Alors les freelances aussi rentrent là-dedans, mais par contre, je ne mettrais pas par exemple des coursiers ou des chauffeurs Uber. Mhm. Et sur cette population, ça représente quasiment 1 million de personnes. Après, en effet, tu as raison, il y a 1 million d'artisans aussi, donc beaucoup d'artisans du bâtiment, c'est encore des populations qui sont immenses. Et puis, de façon générale, du coup, plein de gens comme ça qui sont à leur compte, ça peut être des photographes, ça peut être des tout petits commerces. Et nous, en fait, on se charge d'accompagner tous les indépendants qui font de la prestation de services. Et donc, c'est très, très majoritairement profession libérale, freelance, consultant. Donc, tu vois, les professions les plus représentées parmi nos clients, on va avoir des kinés, des orthophonistes, on va avoir des avocats, des architectes, on va avoir des plombiers, des consultants, voilà, c'est ce type de profession. Donc j'imagine hormis l'accompagnement humain, parce que je pense que, et on va en parler, mais que la compta est un pain en tout cas pour tes clients, pour beaucoup de personnes aussi. Euh, Toi, l'objectif, le plus gros asset de ton produit, au final, c'est aussi l'UX, c'est tout le parcours client qui doit être hyper intuitif. Exactement, ouais, vraiment, c'est la raison pour laquelle on a créé la boîte. Quand on s'est posé au début avec des indépendants, on s'est rendu compte à quel point c'était, comme tu le décris, une souffrance en fait de gérer sa boîte. Ces gens-là, tu vois, quand tu es kiné, tu t'es pas lancé kiné indépendant pour pouvoir faire finalement de la gestion financière, de la compta, des choses comme ça. Et il se trouve que ces gens sont historiquement toujours très mal servis. Très mal servis par les banques, très mal servis par les assureurs, très mal servis par les comptables, parce que sûrement ils sont des millions et c'est dur à adresser jusque-là. Et donc, nous, on a repensé ça de zéro. Et donc, on met l'accent énormément sur la simplicité de l'expérience. Ces gens-là, ils ont envie de passer le minimum de temps possible sur leur compta. Ils ont envie que les choses elles soient simples, elles se fassent en 2 clics sur leur mobile. Et donc, notre produit, on fait vraiment de l'orfèvrerie, c'est-à-dire qu'on a peu d'écrans, mais chaque écran est un petit bijou. On travaille vraiment chaque composant d'interface. On l'améliore aussi avec le temps, parce que la chance qu'on a, c'est comme on a des dizaines de milliers d'utilisateurs, bah, on se rend compte en fait sur ces gigantesques volumes où sont les éléments qui frottent, où sont les zones d'incompréhension des gens, et on peut retravailler presque chaque wording, presque chaque composant, pour avoir à la fin l'expérience la plus fluide, la plus automatisée possible. Donc, création en 2016, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous faire peut-être une petite review des gros milestones que vous avez réalisés depuis jusqu'à cette fameuse levée de 35 millions? Et d'ailleurs, je sais pas si tu peux nous donner quelques chiffres, nous donner une tranche peut-être du nombre de clients que tu as aujourd'hui pour qu'on se rende compte de la grosse croissance que vous avez eue. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu vraiment 2 ans euh, d'incubation qui ont été très longs et difficiles parce qu'au début, il faut sortir le produit de terre et on s'attaque à un sujet qui est complexe, qui est trapu, qui est profond. Parce que si on veut remplacer l'expert comptable, il faut à la fois faire, certes, la comptabilité du quotidien, mais il faut aussi générer les déclarations fiscales, les envoyer au fisc. Donc, voilà, il y a toute une chaîne à produire qui est longue et compliquée. Donc, on a eu 2 ans un peu d'incubation comme ça où on était à toute petite échelle. Et puis ensuite, quand on a réussi à mettre le produit sur le marché et avoir nos premiers clients, on a tout de suite eu une satisfaction énorme. On a depuis le début de l'histoire quasiment 70 de NPS. Donc ça veut dire qu'il y a les 3 quarts des gens qui recommandent le produit euh, les yeux fermés à tous leurs proches. Et donc ensuite, ça a fait boule de neige très très rapidement. Et donc on a levé, c'était début 2018, on a levé 1 million d'euros avec Kerala. Ça s'est très très vite amplifié. Et donc mi-2019, on a levé 10 millions avec Alven. Et puis là, du coup, début 2021, 35 millions avec Singular. Toujours avec l'idée d'amplifier ce qu'on fait, d'adresser de plus en plus de gens. Il y a des millions et des millions d'indépendants à aller chercher. Hein, donc, c'est colossal, la mission qu'on décide d'adresser. Et donc, c'est pour ça finalement, on double les investissements à chaque fois et on remet le paquet sur les investissements parce que on est en train vraiment de transformer toute une industrie. La comptabilité, ça pèse plus de 10 milliards par an facturés. Et donc, c'est une révolution
très, très significative et qu'on amorce à notre petite échelle, mais qui Mmh. demain va vraiment transformer toute une industrie. Et pour te donner quelques chiffres, donc on est en croissance, on fait à peu près entre x3 et x5 tous les ans, jusqu'à, bah oui, y compris l'année dernière. Et aujourd'hui, on a 40 000 clients. OK, plutôt bon. Hem, Juste pour comprendre une petite chose, tu nous disais 2018, première levée avec Kerala de 1 million. Et tu parles de 2 ans de R&D. Il y a une chose qu'on lit beaucoup, bon, notamment, je pense que ça a été pas mal créé dans le bouquin Lean Startup, qui te dit justement de lancer des petits MVP et d'itérer pour être sûr que déjà tu réponds à un pain. J'aimerais comprendre, vous, en 2 ans, avant de lever ce million, et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a poussé et qu'est-ce qui a peut-être aussi convaincu Kerala de vous suivre entre 2016 et 2018? Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à cette levée? On a fait en fait exactement ce que tu décris. Moi, je suis un très grand fan de Lean Startup et j'aurais aimé l'avoir lu avant d'avoir lancé ma toute première boîte avant Georges. Simplement, du coup, nous, on avait cette phase d'incubation qui était longue parce que le, le périmètre de tout ce qu'on voulait adresser avec le produit était significatif. Qu'en fait, avant même de pouvoir commercialiser, fallait être capable de tenir la promesse de dire avec Indy, je peux me passer complètement d'expert comptable, et donc il y a un certain nombre de cases à cocher. Mais on a été en fait très très vite en effet sur le marché avec des utilisateurs en bêta qui nous faisaient plein de retours, qui étaient très enthousiastes sur le produit. Donc en fait très très tôt, on a senti qu'on était sur quelque chose de très fort. Le 70 de NPS, on le découvre pas au bout de 2 ans, quoi. En fait, au bout de quelques mois, on sent qu'il y a énormément d'enthousiasme et d'excitation autour du produit. Et du coup, on s'est basé sur cette petite communauté d'early adopters, comme on dit, de premiers utilisateurs, pour améliorer le produit, perfectionner le produit, bien comprendre exactement ce qu'il fallait y mettre et pas y mettre. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer au tout début. Mais, Mmh. mais en fait, il y a cet autre bouquin qui est d'ailleurs un peu la continuité de Lean Startup qui s'appelle Nail It, Then Scale It. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a profité de ces 2 ans pour roder toute la machinerie, être capable en fait d'avoir la scalabilité qu'on voulait, être capable d'être sûr de bien traiter tous les cas et de voilà, on fait aussi de la comptabilité. Il y a un aspect réglementaire, s'assurer que quand on sort des liasses fiscales, elles sont nickel, il n'y a jamais d'erreur, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Nous, on a un sujet de réputation, on a besoin d'avoir une réputation 5 étoiles partout. Donc, on peut avoir un client qui se plante, quoi. Dans notre industrie, c'est interdit. Euh, et donc, on a rodé ça dans notre tube à essai à l'échelle de quelques centaines de clients. Et une fois que tout ça s'était rodé et qu'on voyait que dans le tube à essai, l'équation économique fonctionnait bien, les clients étaient hyper satisfaits, qu'il y avait un bouche à oreille assez positif et que ça allait s'amplifier, là, on a décidé de passer la seconde. Et donc là, on a commencé à communiquer, amplifier. Et ensuite, ça a été très, très vite, quoi. Donc, je pense qu'il faut arriver à combiner les deux, c'est arriver très vite sur le marché pour en effet mettre très vite ton produit dans les mains des utilisateurs. Et nous, c'était le cas après quelques semaines, on travaillait déjà main dans la main avec des potentiels utilisateurs. Mais en même temps, il ne faut pas trop stresser la machine, c'est-à-dire que c'est important de bien roder le produit, bien roder l'expérience utilisateur, en tout cas sur des business comme nous, où on a la définition du succès chez nous, c'est 1 million d'utilisateurs qui payent chacun 20 euros par mois. Donc, c'est des tout petits paniers moyens. C'est des très, très grands volumes. Donc, tu as besoin de bien roder la machine avant de le scaler parce que une fois que tu as 40 000 utilisateurs, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'améliorer ton produit, quoi. OK, et du coup, à la veille de votre levée, vous aviez déjà des payants, des users qui payaient? Oui, Ou oui, c'était tout à que fait. du Ouais. bêta? Ouais? En fait, même, nous, on s'est forcé à faire payer les utilisateurs en bêta. Je pense que c'est aussi une très, très bonne pratique. Euh, parce que Parce que ça fait que les utilisateurs qui te donnent des feedbacks et qui construisent le produit main dans la main avec toi sont des utilisateurs qui sont impliqués même au-delà juste de je veux t'aider, mais euh, comme ils te versent 20 euros tous les mois, mine de Mmh. rien, ça les chatouille un petit peu. Et donc, euh, et donc, ils sont hyper pertinents dans leur feedback, ils sont hyper pertinents dans leur volonté d'aider. Et du coup, ça élimine du bruit. Parfois, tu as des gens, ils veulent t'aider, ils te donnent plein d'idées, et puis tu te rends compte qu'en fait, ils ne sont pas prêts à payer. Bon, bah, c'est qu'ils ne sont pas dans ta cible, quoi. Là, si tu as des gens qui sont prêts à payer 20 euros par mois, alors même que le produit, il n'est pas fini, que la promesse, elle n'est pas tout à fait tenue, c'est des gens qui sont au contraire à fond derrière toi, qui ont bien compris ce que tu veux faire,
et du coup qui te donnent des feedbacks super pertinents. Donc très tôt, on a forcé les gens à payer. Et même en fait, tu vois, en tips tout bête, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on disait aux gens, abonnez-vous et faites-nous confiance. Franchement, si on tient pas nos promesses, on vous remboursera tout ce que vous avez payé, quoi. Nous, de toute façon, on est pas... le sujet, c'est, tu vois, c'est pas les 200 euros que le Ouais. mec aura payé 10 fois 20. Si c'est ça, on tient pas nos promesses, on vous rembourse, il n'y a pas de problème. Et t'en as remboursé du coup? Ah bah non, parce qu'on a tenu nos promesses. Ça a été intense, ça a été très intense, mais on a tenu nos promesses. Mais on l'aurait fait. Enfin, moi, j'étais très sincère dans cette promesse. C'est que, de fait, si au bout de 12 mois, on tenait pas la promesse, voilà, la boîte n'avait plus de raison d'être, on aurait remboursé tout le monde et puis on aurait fermé la boutique proprement. Non, mais je trouve ça hyper intéressant justement c'est rare, hein, qu'on entende des bêta users qui payent dès le départ, surtout pour un produit qui est pas fini. Mais en même temps, je trouve que ça te permet de voir ce qui est un must have et un nice to have et savoir s'il y a un vrai marché derrière. Donc je trouve ça hyper intéressant. J'aimerais juste revenir un tout petit peu avant encore avant 2016. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter juste rapidement, donc tu l'as dit toi-même, tu as déjà été entrepreneur. Qu'est-ce que tu as fait avant? Et puis surtout, ça c'est ma question à 1 million d'euros, mais c'était quoi la compta pour toi à l'époque? Est-ce que c'était un pain que tu as rencontré ou justement t'en avais aucune idée et comment t'es venue cette idée avec tes cofondateurs du coup? Ouais, bah alors je vais essayer de répondre à 2 questions en une fois. Ouais. Donc moi j'ai fait prépa école de commerce, j'ai fait l'ESSEC à Cergy. Il se trouve que j'étais un peu un geek qui s'était perdu. Donc quand j'ai monté ma première boîte, j'étais encore à l'ESSEC. J'ai très vite appris à coder. J'étais très frustré de ne pas pouvoir créer les choses que j'avais envie de créer. Donc on a fait une première boîte en effet, qui a eu un beau succès d'estime. On faisait des vidéos en ligne en fait, pour faire du soutien scolaire gratuit à grande échelle. Et donc, on a eu beaucoup d'utilisateurs, très beau succès d'audience. Une minute pour comprendre? Voilà, exactement. Ok. Comme son nom l'indique, c'était gratuit et donc on n'a pas gagné beaucoup d'argent. Et donc voilà, beaucoup d'erreurs de jeunesse. C'était un très beau brouillon en fait. On a fait à peu près toutes les erreurs qu'il faut faire ou qu'il faut pas faire. En tout cas, j'en suis sorti avec beaucoup de leçons, mais je te dis beaucoup d'erreurs et beaucoup d'humilité finalement. Ok. Et du coup, ça a permis ensuite d'aller travailler en start-up, mais cette fois en observant clairement la façon dont on faisait quand on est un peu plus mature. Et donc, j'ai travaillé chez Adways pendant 3 ans, qui était une super techno d'enregistrement de vidéos interactives, où on a développé le business en France, on l'a développé aussi un peu aux États-Unis. Donc, moi, j'ai passé plusieurs mois à San Francisco pour monter une partie du business aux US et signer des gros partenariats aux US. Et ça a été un peu une claque pour moi parce que du coup, j'ai grenouillé beaucoup, quelques temps du coup à San Francisco et j'ai compris que à San Francisco se jouait une sorte de Ligue des Champions à laquelle nous on n'avait pas droit. Et du coup, je suis rentré avec l'idée de toujours un peu animé à l'idée de recréer une boîte et mais en me disant bah cette fois je vais repartir de la feuille blanche et on va faire une boîte niveau Ligue des Champions tout de suite. Et donc on va se prendre on va importer un peu les standards que tu peux observer dans la vallée. Et on va essayer de se les imposer et d'avoir ce niveau d'exigence. Et du coup après ça a conditionné beaucoup de choses derrière sur la création de Georges, notamment dans le recrutement en fait de recruter toujours des gens très puissants, souvent avec 18-24 mois d'avance, qui permettent de structurer très vite la boîte et de grossir très vite. Et de ce point de vue-là, ça a plutôt été un beau succès. Juste, tu faisais quoi chez Adways et si tu peux nous dire très rapidement ce que c'est d'ailleurs? Ouais, donc AdWay, c'est une technologie qui permet d'enrichir les vidéos pour les rendre interactives. Donc du coup, quand tu regardes une vidéo, tu peux cliquer pour acheter un produit, tu peux cliquer pour répondre à un quiz, tu peux cliquer pour voir les caractéristiques d'une voiture ou d'un produit. Et donc moi, j'étais le premier salarié business, et donc on était, à l'époque où je suis arrivé, on était 8, quand je suis parti, on était 25. Et moi, le gros de mon scope était product manager. Et donc au fond, mon métier et ma passion, c'est le product management. Mais j'étais aussi un peu le bras droit du CEO, donc j'assurais un peu le back-office, les fonctions support. Donc je faisais la finance, le recrutement et le marketing. Ok, et je reviens à ma deuxième question du coup. C'était Ah quoi la ouais, j'ai pas compta pour répondu. toi à l'époque? J'avais l'ambition de répondre aux deux en même temps, mais j'ai raté. Euh, Non, bah, c'est de ma faute. Je ouais, pose mal mes questions. non. La compta, du coup, il y a 3 faisceaux. Le premier, c'est que du coup, j'étais
J'ai été trésorier du BDE à l'ESSEC, donc du coup, j'étais amené à tenir une comptabilité et avec des volumes à traiter très significatifs. Et du coup, j'ai été aussi confronté au logiciel de comptabilité du marché. Et ça m'a laissé en effet cette piqûre douloureuse de se dire, mais c'est pas possible qu'un sujet aussi simple que mettre des plus et des moins dans des cases, ce soit aussi compliqué. Et donc, en fait, la graine, du coup, a été semée très tôt, quoi. On était en 2010. Et donc, je l'ai toujours un peu gardé comme un sujet qui travaillait en moi, et j'ai toujours gardé un très fort intérêt pour ce sujet. Et puis, en fait, quand j'étais à San Francisco, c'était le moment où il y avait la bataille entre QuickBooks et Xero, où il y avait des billboards géants au milieu de San Francisco pour dire d'adopter Xero et de quitter QuickBooks. Donc, j'ai senti qu'il se passait quelque chose dans la compta. Et en fait, quand tu creuses, c'est vrai que c'est une industrie géniale, parce que c'est, en tout cas pour des gens qui sont passionnés de produits, passionnés de SaaS, c'est une des rares industries où tu peux créer des logiciels où tu as des millions d'abonnés. Et donc, du coup, où tu peux l'enjeu pour gagner sur ce marché, c'est juste de faire un produit exceptionnel. Puisque, en fait, un peu sur le même modèle que Spotify ou Deezer, tu vas faire une application qui a un périmètre assez limité et qui va être utilisée par des millions de gens. Donc, faut que ton application, ce soit un petit bijou. Et si tu arrives à faire ça, au fond, l'utilisateur, c'est le payeur, c'est l'utilisateur. Donc, si les gens sont satisfaits d'utiliser ton produit, ils vont le recommander autour d'eux, ça va faire effet boule de neige. Donc, c'était un très, très beau sujet pour un profil pur product comme moi. Et du coup, d'ailleurs, ça s'est vérifié après. On prend énormément de plaisir en fait à bosser sur le product management, parce que dès que tu modifies un petit quelque chose, tu sais que tu simplifies la vie de 40 000 personnes en même temps. Donc, c'est comme hyper enthousiasmant, quoi. Ok. Et donc, du coup, on se retrouve en 2016, lancement de George Tech, mais aujourd'hui Indie. Là, tu viens de nous annoncer une nouvelle levée de 35 millions. On va en parler. J'aimerais juste savoir, j'imagine que pour lever, donc aujourd'hui, c'est 3 tours de table, il y a bien des métriques que tu es obligé de checker au quotidien. J'aimerais savoir, toi, propre à ton business, c'est quoi là où les métriques qui parlent le plus pour toi? Ouais, donc je pense comme la plupart des business SaaS, euh, notre, notre cap, notre but ultime, c'est ce qu'on appelle le MRR, donc le Monthly Recurring Revenue, donc le revenu récurrent mensuel. C'est notre façon de piloter notre chiffre d'affaires qui rentre tous les mois. Et en l'occurrence, nous, on pilote même plutôt la croissance de ce MRR. On essaye de garder finalement un taux de croissance qui soit systématiquement suffisamment soutenu pour garantir que tous les ans, on arrive à faire entre x3 et x5 sur le revenu. Et ensuite, si on le décline à l'intérieur de ce MRR, donc peut-être une autre façon de le dire, c'est on essaie de se faire ce MRR sous une contrainte qu'on s'impose, une contrainte sur le coût d'acquisition. Donc en fait, on se donne un coût d'acquisition par client maximum qu'on est prêt à faire, quoi. Donc, pour donner un exemple bidon, on va dire au maximum, on est prêt à payer 200 euros par client. Bon, on va essayer d'avoir le maximum de croissance du MRR sous contrainte qu'on ne dépense pas plus que 200 euros par client. Et en termes d'usage, parce qu'en plus, je crois que c'est assez particulier pour toi, mais est-ce que tu as des métriques que tu regardes? Alors, pas du tout, parce que nous, en fait, finalement, on a un schéma inverse à la plupart des business SaaS. Dans la plupart des business SaaS, plus on utilise de produits, plus tu es satisfait, quoi, plus tu t'imagines que tu vas avoir une meilleure rétention, etc. Et nous, c'est plutôt l'opposé, quoi. En fait, comme ce qu'on offre à nos clients, c'est du temps gagné, de la simplicité en plus, finalement, plus ils utilisent le produit, plus ça veut dire qu'en fait, ils sont obligés de passer du temps, ça veut dire que c'est pas assez automatisé, ça veut dire que c'est trop compliqué. Donc, historiquement, on ne suit pas l'usage, on ne se donne pas d'objectifs sur l'usage, on se donne plutôt des objectifs sur la simplicité du produit, et donc ça, on le mesure plutôt par le nombre de tickets au support client et le NPS, quoi, donc le taux de satisfaction, de recommandation de nos clients. Et en termes de rétention, de churn, c'est quelque chose que tu regardes? Oui, bien sûr, on le suit comme tous les business de SaaS sur abonnement aussi. Euh, à nouveau, mais c'est pas forcément un sujet sur lequel on met des efforts démesurés, parce que on a un churn très très satisfaisant. Les gens restent très longtemps chez nous, puisqu'en fait, ils sont très satisfaits. Donc, quand tu as une comptabilité à faire, souvent, a priori, tu as besoin de la faire tous les ans. Et a Ouais. priori, si tu es indépendant pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc, du coup, ils restent très, très longtemps chez nous. Et du coup, les gens qui partent
le font en majorité pour des raisons subies, c'est-à-dire départ à la retraite, des gens qui redeviennent salariés alors qu'ils étaient indépendants. Et donc ces gens-là, de toute façon, ils n'ont plus de compta à faire, donc on ne peut pas les récupérer. Et donc le churn sur lequel on aurait moyen d'agir, parce que je sais pas, il y a une insatisfaction, il manque quelque chose, est vraiment très très limité. Et du coup, on a peu d'actions orientées là-dessus. On préfère mesurer la satisfaction au global que de regarder les quelques utilisateurs qui churnent, qui sont un peu insignifiants, quoi. Ok. Et pour reparler de ces 35 millions, cette série B, elle sert à quoi? C'est quoi les enjeux? Alors l'enjeu, c'est vraiment de démocratiser notre outil, donc en fait de le déployer beaucoup plus largement. Quand on dit 40 000 clients, à la fois ça peut paraître très impressionnant et on se dit c'est un énorme chemin parcouru depuis le début. Et à la fois c'est vraiment que le tout début, puisque on a un marché adressable de 6 millions d'utilisateurs. Donc si tu veux, ça veut dire qu'on n'a même pas En France, hein. juste en France, donc Ouais. on n'a même pas 1% du marché. Et face à nous, eh ben, tu as des mastodontes de la comptabilité. Tu vois, les Big Four, ils facturent tous 1 milliard de chiffre d'affaires chaque année. Donc, et de façon générale, il y a 10 000 cabinets comptables en France qui ont tous aussi beaucoup de clients. Donc, on baigne dans un environnement où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. C'est une très grosse industrie. Et donc, on a besoin d'avoir les moyens de notre ambition, simplement. On s'attaque à un très gros sujet. Et du coup, il nous faut des très gros moyens pour y arriver. Et en l'occurrence, nous, on l'attaque avec un angle beaucoup plus technologique que tous les autres acteurs, puisque avec ce parti pris de se dire le cœur du produit, c'est un robot comptable qui va automatiser de bout en bout tout ce qu'un indépendant doit faire pour sortir sa comptabilité et ses déclarations. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de technologie, quoi. Et donc, tout ça, c'est énormément d'investissement, c'est recruter des équipes d'ingénieurs, staffer des équipes d'ingénieurs, et donc tout ça, ça nécessite beaucoup d'investissement. Et donc, c'est pour ça, à chaque levée, l'enjeu, au fond, c'est de doubler, tripler l'équipe de développeurs, d'ingénieurs, pour étoffer le produit et automatiser tout ce qui ne l'est pas encore, et déployer du coup ce produit à plus large échelle, quoi. Et après, quand tu fais aussi les maths dans l'autre sens, c'est pareil, si tu vas chercher des dizaines de milliers d'utilisateurs, chaque utilisateur, il y aura un coût d'acquisition assez significatif, mis bout à bout, ça fait quand même des millions à dépenser pour arriver à comme ça, acquérir plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs et in fine se construire cette taille critique pour être un des leaders de la comptabilité en France. Ok. Donc les gros enjeux, là, par exemple, en recrutement, va y avoir, j'imagine, pas mal de dev et product, et sûrement sur les parties un peu bizdev, c'est ça? Ouais, pour dire des choses très simplement, c'est à peu près 3 tiers. Donc là, on a un tout petit peu plus que 100 postes d'ouverts sur 2021. Ok. En effet, un tiers sur la tech et le product. Ensuite, on a beaucoup, beaucoup d'équipes commerciales qui se chargent en fait d'évangéliser les indépendants, en fait, faire des démos, montrer que le produit est canon. Et puis après, les gens, quand ils voient une démo de notre produit, dans l'immense majorité des cas, ils s'abonnent, ils trouvent ça génial. Mais simplement, il faut leur mettre sous le nez pour qu'ils se rendent compte que c'est génial. Et donc, on a des grosses équipes commerciales qui se chargent d'évangéliser comme ça le marché. Et puis ensuite, comme on a une très, très grosse croissance, il faut aussi qu'on accompagne tous ces clients. Et si on veut garder les standards que je te disais au début, à savoir répondre autour d'une minute et avec ce niveau de satisfaction, ça suppose des équipes de support client en interne. On ne veut pas externaliser l'assistance et très nombreuses, puisque il faut qu'on puisse écréter des pics de temps en temps. Et donc, tu vois, on a plus de 30 personnes en support client aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 120. Vous êtes 120. Ok. Vous êtes basé à Lyon ou il y a une autre Et ville aussi? on est 100% à Lyon. Toutes les équipes sont à Lyon. Et après, on a des personnes qui alternent entre Paris et Lyon, notamment par exemple sur les sujets de partenariat, parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont à Paris. Mais 100% des équipes sont basées à Lyon. Et les 100 postes ouverts là sont également tous basés à Lyon. Et donc, appel à tous les Parisiens qui veulent changer d'air. On a une très très belle ville. On a des prix au mètre carré qui sont 2 fois inférieurs à Lyon. Et donc, c'est l'occasion d'avoir il y a vraiment des opportunités canon ouvertes. Et voilà, vous pouvez avoir un très beau job Et une et boîte à rejoindre. une belle boîte à rejoindre et un très bel appartement de 100 mètres carrés.
Bah écoute, je vais relayer, j'imagine tu vas m'envoyer ton lien welcome. J'ai juste une petite question qui me vient. On parle de CAC, enfin d'acquisition client, donc le coût de l'acquisition du client. On parle de croissance depuis tout à l'heure. On t'adresse quand même une clientèle qui est assez particulière. J'aimerais savoir, c'est quoi tes moyens, tes canaux d'acquisition en outbound du coup? Donc, c'est les deux principaux canaux, c'est ce que je viens de te décrire. Donc, le premier, c'est d'avoir des équipes commerciales qui cherchent d'évangéliser le marché, et donc en fait de proposer des démos à des utilisateurs pour qu'ils Ça, c'est puissent. via des salons ou c'est full digital? C'est Non, non, comment? c'est majoritairement en téléprospection. D'accord. Et l'autre canal, c'est la même chose, mais via de la publicité en ligne. Et donc, du coup, on fait découvrir à nos utilisateurs l'existence du produit pour que, d'eux-mêmes, ils visitent le site internet et ils démarrent un essai gratuit. Et dès lors qu'ils démarrent un essai gratuit, c'est quasiment gagné, puisque après, le produit fait, un, fait un effet incroyable, et la majorité des gens qui essaient le produit finissent par s'abonner. Et donc, du coup, on a deux canaux, ouais. De la publicité en ligne pour générer des inscriptions et une équipe commerciale qui cherche d'évangéliser aussi par téléphone pour à nouveau générer des démos, des inscriptions. Et puis voilà, avec ces deux canaux, ça génère l'essentiel de notre croissance. Et ok, très 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 clair. Est-ce qu'il y a un petit versant international avec cette série B ou pas encore? Oui, tout à fait. Donc c'est un sujet qu'on a attaqué très tôt, et en même temps qu'on attaque avec de façon très articulée. On va dire, on y va pas à pas et on y va de façon assez tactique. À la Serie A, on avait décidé d'explorer trois géographies pour essayer de comprendre un peu c'était quoi les dynamiques du marché et réfléchir c'était quoi le meilleur positionnement pour nous. En fait, la réalité de notre business, c'est que on a un marché potentiel en France qui est tellement énorme que ouvrir une nouvelle géographie, il faut vraiment que le jeu envahisse la chandelle, quoi, si on y va. Et le constat qu'on a fait, c'est que l'Europe, c'est très fragmenté, c'est morcelé. Et donc, du coup, l'intérêt pour nous, il n'y est pas. En revanche, on a trouvé aux États-Unis un très, très beau marché potentiel qui a des fondamentaux très similaires à ce qu'on a réussi à faire en France. Et donc là, on est en train d'assembler l'équipe et de débuter la stratégie US. Et donc, l'objectif, c'est qu'on ait un produit commercialisé aux US fin 2021 et finalement réussir à répliquer notre succès français aux États-Unis, mais cette fois à une échelle 10 fois plus grosse. Ouais. Donc on te souhaite tes premiers clients en 2022? Oui, même comme on se disait, dès les premiers mois, ils paieront et puis on les remboursera s'ils ne sont pas satisfaits. Donc j'espère dès 2021. Ok. Et d'ailleurs, tu faisais le parallèle avec l'Europe. Bon, j'ai des connaissances assez rudimentaires de la compta parce que c'est pas ma tasse de thé, mais il me semble qu'il y a quand même pas mal de normes en termes de comptabilité, donc les normes IFRS versus US GAAP. Comment tu gères ça, par exemple, sur l'US? Est-ce que c'est compliqué ou au final ça va? Disons que la comptabilité, c'est euh, une multitude de petites règles assez simples. Donc la complexité, elle n'est pas sur une règle plutôt qu'une autre, parce que chaque règle prise individuellement, quand tu te poses dessus et que tu bosses 2 jours dessus, tu arrives à trouver une solution assez simplement. Par contre, la difficulté, elle est sur la multitude et la multiplicité de ces règles, d'arriver à assembler tout ça et de comprendre et de mapper l'ensemble de ces règles. Et donc, nous, quand on travaille sur la comptabilité des indépendants, c'est plutôt des comptabilités très simplifiées. Donc, tu vois, par exemple, la différence entre l'US GAAP et l'IFRS, au niveau d'un indépendant, elle ne se voit pas du tout, quoi, parce que c'est des traitements Ouais. comptables plutôt avancés. Là où un indépendant, son sujet, c'est juste de savoir quelles sont ses recettes, qu'est-ce qu'il a dépensé, c'est quoi son bénéfice. Euh, Et combien il doit? et voilà. Mais en fait, c'est une grosse partie de notre thèse, hein, c'est de dire, pendant très longtemps, la comptabilité a été un sujet qui a été complexifié, et je pense même, on peut se le dire un petit peu à dessein, puisque en fait, c'est le gagne-pain de l'expert comptable de dire que la comptabilité, c'est un sujet complexe, et il faut pas mettre la main dedans, c'est trop compliqué, et on va le sous-traiter à un expert comptable. Et la réalité, c'est que pour les indépendants, la comptabilité, c'est un sujet très simple. C'est des plus et des moins, c'est lister des dépenses. Et donc, nous, on a fait un énorme travail et presque, c'était hallucinant au fur et à mesure qu'on avançait de se rendre compte à quel point les choses avaient été complexifiées alors qu'elles sont extrêmement simples. Et donc, il y a comme ça un gros travail finalement de pédagogie, de vulgarisation pour se dire attention, quoi. La compta, c'est pas du tout un sujet aussi complexe qu'on imagine.
Ça reste des plus et des moins. Et du coup, c'est à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, notre plus beau succès, c'est ça, finalement, c'est d'avoir des dizaines de milliers de clients qui sont orthophonistes, qui sont infirmières, qui sont plombiers, qui connaissent rien à la compta à la base et qui prennent du plaisir. Il y en a qui nous disent, ça y est, avec Georges, la compta, c'est ludique. Et maintenant, du coup, Qui le crut? avec Indy, maintenant, la compta, il y a des gens qui nous disent c'est un jeu d'enfant. Voilà, donc on est vraiment il y a vraiment un sujet comme ça de se dire, c'est un sujet qui a longtemps été complexifié alors qu'il est très simple. Ok. J'ai une dernière petite question vraiment sur ta boîte. Tu gères, enfin vous gérez en tout cas la team cofondatrice, 120 salariés environ. Je me souviens, on en avait un petit peu parlé lors de la préparation de notre call. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur l'importance de la culture d'entreprise chez vous? Ouais, c'est un sujet majeur. Je pense que alors, il y aurait beaucoup à dire. Je pense qu'il y a, nous, dans l'approche qu'on a de la création d'entreprise, il y a l'idée de construire une entreprise qui soit vraiment durable. On essaie de bâtir dans la durée. On espère que le projet qu'on a créé sera encore là dans 15 ou 20 ans. Et du coup, dès lors que tu veux construire comme ça des fondations solides, en fait, il faut être assez clair sur pourquoi tu fais les choses, comment tu fais les choses. Et c'est ça la culture, au fond, c'est de se donner une grille de lecture qui soit authentique. Et je pense que c'est ça la difficulté pour la plupart des startups, la plupart des gens, et même pour nous, ça a été une difficulté au tout début, d'arriver à définir quelque chose qui soit suffisamment authentique pour que tout au long de ton histoire, ce soit vrai, en fait, et tu sois capable d'expliquer, d'assumer, parce que poser une culture, ça veut aussi dire faire des choix, et parfois des choix difficiles. Et donc, nous, on s'est posé très tôt la question de, au fond, si on va tout au bout de notre introspection, pourquoi on fait tout ça? Et au fond, pourquoi on fait tout ça? Nous, c'est pour l'impact. Ce qu'on veut, c'est avoir un impact sociétal à très grande échelle. On est très convaincus qu'il y a des millions de gens qui sont en souffrance parfois aiguë. Hein. T'as des exemples qu'on a du mal à imaginer, mais il y a vraiment des médecins généralistes en France qui bossent toute la semaine, 70 heures par semaine, et qui le week-end font la comptabilité sur Excel, et ils passent 4 heures alors qu'ils pourraient être en famille, quoi. Donc il y a vraiment des trucs aberrants. Et nous, on est là pour simplifier, améliorer tout ça. Et donc ce qu'on essaie d'avoir, c'est comme ça, avoir un maximum d'impact. Et pour avoir cet impact, on essaie de le faire à notre manière. Et donc notre manière, c'est à la fois une façon de fonctionner. Donc notre façon de fonctionner, c'est la bienveillance, la transparence et l'ownership. Donc sur la bienveillance, on essaye de, autour de nous, avoir un impact positif, que ce soit pour nos salariés, que ce soit pour les candidats à qui on va systématiquement répondre, qu'on va accompagner même quand on ne les prend pas. Pour nos clients, on est hyper bienveillant, on les rembourse sans réfléchir, etc. Et puis ensuite, la transparence et l'ownership, c'est-à-dire qu'on s'impose un mode de fonctionnement hyper exigeant où toutes les décisions sont rationalisées par écrit, peuvent être challengées par n'importe qui. Et donc, du coup, ce très grand niveau de transparence, voilà, finalement, c'est une exigence de tous les instants, puisque à tout moment, on peut être questionné. Mais c'est aussi, du coup, créer le terreau pour qu'il y ait une énorme prise d'initiative dans la boîte, quoi. On veut donner tous les éléments, mettre tous les éléments sur la table pour que n'importe qui dans notre boîte puisse se lever et se dire, ok, moi je prends ce sujet et j'y vais. Et donc c'est ça le dernier sujet, c'est l'ownership. Donc dans ownership, il y a l'idée de s'approprier, de ce soit vraiment la boîte, que pour l'ensemble de notre équipe, ce soit leur boîte. Et il y a des applications très concrètes, c'est-à-dire que déjà au début, quand tu veux que ce soit la boîte, que ce soit ta boîte, il faut que tu sois actionnaire de la boîte. Donc tous nos salariés sont actionnaires via des BSPCE de la boîte. Et on favorise comme ça, on amplifie énormément toute la prise d'initiative et la prise d'ownership. Et voilà, et en fait, avec ça, tu construis un terreau qui définit un mode de fonctionnement, qui est parfois opposé complètement à d'autres boîtes. Et puis après, on a une autre grille. On a une grille qui nous permet cette fois de sélectionner les candidats qui vont s'épanouir dans ce mode de fonctionnement. Et donc notre grille, c'est une grille, c'est un acronyme qui est HAPPY, HAPPY, pour humble, attentionné, perfectionniste, passionné. Et puis on a un Y qui est un bonus sur la scorecard pour tout ce qui touche à la diversité au sens large. Et en fait, tous les candidats qui vont venir chez nous vont, lors du dernier tour d'entretien, être scorés comme ça sur cette scorecard HAPPY. Et donc, du coup, on s'assure que tous les gens qui viennent chez nous sont comme ça HAPPY. Et du coup, finalement, ce sont les bonnes personnalités qui vont permettre de s'épanouir dans notre mode de fonctionnement. Et notamment, l'aspect diversité, par exemple, ça nous permet aujourd'hui
d'avoir, on a une parité à 48% de profil féminin pour 52% d'hommes dans une boîte qui fait de la tech et de la compta. C'est quand même C'est beau. remarquable. Et de façon générale, finalement, tu vois, au fond, quand les termes que je te donne, ce que ça décrit, c'est que on a une culture presque bisounours, tu vois, très bienveillante et en même temps exigeante les uns envers les autres. Et donc, au fond, tous ces outils, c'est un garde-fou pour se dire, chez nous, il nous faut pas je vais utiliser le mot anglais pour que ce soit moins vulgaire, de jerk, de gens qui vont marcher sur les pieds des autres. Voilà, on veut des gens qui respectent tout le monde autour de soi pour créer un environnement de travail qui soit hyper épanouissement, favorable, pour des gens qui sont un peu plus low profile, un peu moins à l'ouvrir tout le temps, mais en même temps très très efficace, très très exigeant. Et voilà, c'est ça qui définit une culture au fond, c'est qu'il y a des gens qui s'épanouissent pas chez nous, mais il y a des gens qui vont s'éclater chez nous. Les gens qui sont chez nous s'éclatent chez nous. Tu en mesures aussi la satisfaction des employés, donc on a employé une pièce qui est extrêmement élevée et qu'on pilote très finement. Et voilà, il y a des gens qui vont s'épanouir dans ce moule et d'autres non. Et au fond, c'est ça la culture, c'est être clivant et d'être capable d'expliciter ce que tu veux, ce que tu veux pas. C'est quoi ton mode de fonctionnement et c'est quoi les profils types qui vont s'épanouir dans ce mode de fonctionnement. Ok, écoute, je te remercie pour la clarté en tout cas de la culture d'entreprise chez vous. On va parler de 2020 quand même parce qu'on peut pas passer à côté. Alors elle a beau s'être soldée par une belle levée de fonds. J'aimerais te savoir si tu devais retenir une seule chose, un key learning de cette année. J'imagine qu'il y a au moins eu une petite galère. Qu'est-ce que tu as appris toi en tant que CEO? J'ai appris à prendre beaucoup de recul. Je pense que ça a été je pense en fait vraiment au moment au moment du premier confinement, sur le mois de mars-avril, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de stress. En fait, on est rentré dans un brouillard total, très épais, où on savait pas trop où on allait. Et finalement, je trouve que ça a été un moment assez salvateur, parce que nous, on était tête dans le guidon, pied sur l'accélérateur, voilà, sur la file de gauche à 300 km/h depuis le début. Et quand tu as une boîte comme ça qui est en croissance entre x3 et x5 tous les ans, bah, voilà, t'es à fond. Et puis d'un coup, il y a cet épais nuage de brouillard qui arrive face à toi. Et du coup, bah, moi, ça m'a permis finalement, grâce au confinement, de prendre un grand pas de recul, de laisser finalement la boîte s'adapter sans moi et de se dire, bon, au fond, pourquoi on fait tout ça? Qu'est-ce qui est important de préserver dans ce moment où tout est en risque, etc. Et de se recentrer finalement sur le cœur de ce qu'on faisait. Et nous, finalement, ça a été bénéfique du coup dans les deux sens, puisqu'en fait, au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte que on n'était pas impacté, voire même ça accélérait la transition en cours, parce que tous les indépendants, plus que jamais en 2020, avaient besoin de temps réel, avaient besoin d'accompagnement. Tu vois, le comptable qui te fournit ton bilan en mars 2021, bah, c'est trop tard, quoi. C'est après la bataille. Là, dès le mois de juin, dès le mois de juillet, il fallait qu'ils sachent combien ils ont fait de recettes, combien ils ont fait de dépenses, pour savoir s'ils étaient éligibles aux aides, qu'ils comprennent tout de suite quelles sont les nouvelles aides que sortait le gouvernement. Donc nous, on agissait comme ça en temps réel. Et donc finalement, ça a encore renforcé la satisfaction des utilisateurs et ça a encore renforcé le bouche à oreille. Et donc c'est ce qui explique qu'on a fait finalement une année 2020 exceptionnelle d'un point de vue croissance. Mais ça a aussi permis finalement de se recentrer sur l'essentiel et tu vois, de mieux formaliser, cristalliser tout ce qu'on vient de se dire, là, de se dire, au fond, si on fait tout ça, c'est pour faire une boîte qui dure et du coup avoir un maximum d'impact sociétal, in fine, pouvoir servir des millions, simplifier la vie de millions d'indépendants à la fois. Ok. Je pense qu'on arrive au terme de notre discussion. J'ai deux petites questions comment dire, qui sont un peu plus philosophiques, disons. J'aimerais savoir, premièrement, pour toi, si je te parle d'entrepreneuriat, tu l'associerais à quel mot, quel groupe de mots? Changer le monde, améliorer le monde. Je crois moi, je trouve qu'il y a une vraie noblesse à l'entrepreneuriat parce que moi, je m'intéresse beaucoup quand même au débat de société, à la politique, etc. Mais au fond, quand tu prends un pas de recul, il y a toujours énormément de gens pour dénoncer les problèmes qui ne fonctionnent pas, pointer les choses qui ne fonctionnent pas. Mais ces problèmes, ils sont jamais réglés par un texte de loi ou par un gouvernement. Tout le monde attend quelque chose du gouvernement, mais c'est jamais comme ça que ça se résout. Au fond, souvent, c'est un entrepreneur qui se lève, qui prend un problème et qui va travailler des années pour bâtir la solution qui fait qu'au final, le problème va s'éteindre. Et t'as des boîtes comme ça qui, grâce à leur mission, ont simplifié, démocratisé
des idées qui paraissaient évidentes sur le papier, mais qui avaient besoin d'être faites. Je pense à peut-être des boîtes comme Blablacar, où tu te dis, mais le covoiturage, c'est une évidence, mais il fallait un acteur pour vraiment installer, démocratiser cet usage. Nous, d'une certaine façon, on joue aussi notre rôle comme ça, en se disant, mais il y a une aberration sur la gestion d'une boîte quand tu es indépendant. On va solutionner ce problème. Et je le dis avec beaucoup de modestie, c'est en fait, ça demande tellement d'énergie qu'il faut choisir ses combats, quoi. Donc nous, on a pris un combat et on va le faire très bien. Mais je pense que voilà, c'est important d'avoir comme ça une multitude d'entrepreneurs qui prennent les sujets les plus importants et trouvent des solutions avec un impact à grande échelle. C'est comme ça, au fond, qu'on avance. C'est pas en ayant des débats stériles ou des textes de loi qui souvent solutionnent pas grand-chose, quoi. Ok. J'ai quand même envie de te la poser, cette petite question. Si tu avais la possibilité de choisir un board member qui soit vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que tu choisirais? Je ne sais pas si tu as quelqu'un en tête. C'est une bonne question. Alors moi, j'aime beaucoup un livre qui s'appelle Creativity Inc. Et donc écrit par le fondateur de Pixar, et donc Ed Catmull. Okay. Donc voilà, donc je prendrais cet homme brillant à mon board. C'est quelqu'un qui a hyper bien défini. Au fond, il y a quelque chose qui est perturbant, tu vois, dans notre société, c'est de se dire que les très grosses boîtes sont en fait les plus mauvaises à innover, sont en fait les plus mauvaises à créer des produits qui changent le monde. Et lui, il a très bien explicité ce qui fait que la créativité en fait est tuée avec le nombre, avec l'organisation, avec la politique. Et il te donne des outils très concrets pour finalement tuer la politique, préserver la créativité, quelque chose de très fragile dans une boîte. Donc hyper inspirant pour des profils produits comme moi. Et en plus, c'est un bouquin qui est génial parce que c'est aussi finalement toute l'histoire de Pixar, depuis les tout premiers effets spéciaux de Star Wars jusqu'au plus grand succès de Disney et le rachat par Disney. Donc c'est aussi une très très belle aventure entrepreneuriale. Donc c'est vraiment un livre qui est génial. Super. Écoute, je te remercie grandement pour t'être prêté en tout cas au jeu. J'espère que tu as apprécié. J'espère que nos auditeurs ont apprécié et merci à eux d'être restés avec nous. Et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Merci. Salut à tous. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.